bénéficier de cette opportunité. D'accord? Donc, mademoiselle Fatem Zahra, donc, à vous la parole. Merci. Hello, everyone. I'm Sharaq Fatem Zahra, a PhD student in Chemical and Environmental Engineering. I'm doing a co-title thesis between the Laboratory of Materials, Membranes and Environment at Hassan II University in Casablanca, in Morocco, and the Institute of Chemical Science in Rennes University in France. First, I would like to thank the organizing committee. So today I'm going to be talking about a part of my research work, which is focusing on the preparation and characterization of low-cost zeolite membrane on kaolinite support for dehydration of alcohols. So in today's presentation, I'm gonna begin with an introduction, and after we're gonna see the objectives and explain the methodology that are used in this work and to show the obtained results and their discussion. And finally, I'm gonna sum up with a conclusion. So what is a membrane? A membrane is a selective barrier that allows the passage of certain constituents and retains others found in liquid. Generally, ceramic material for preparation of membranes has many advantages, namely good mechanical strength, excellent thermal and chemical stability, and long life performance. However, ceramic membranes are made from expensive materials such as aluminates, silicates, oxides that need high sintering temperature and that are expensive as well. Therefore, it is highly recommended to use abundant geomaterials to manufacture ceramic membranes in order to satisfy sustainable development. Zeolite materials have been generating a considerable interest as a new generation of materials of inorganic membranes due to their specific properties like molecular sieving effect, ordered structure, uniform pore size, a high chemical and thermal stability, as well as resistant for high applied pressures. So three main objectives from this work are valorization of local geomaterials in order to prepare low-cost ceramic membrane, preparation of zeolite type A membrane on kaolinite support via hydrothermal synthesis, and finally, the application of the synthesized membrane for alcohols dehydration. So in this work, kaolinite clay was used as a raw material to manufacture membrane support. Kaolinite is crushed and sieved to 50 micrometers, and then it is poured in a mold and pressed using uniaxial dry pressing. Afterwards, the disc was sintered in a furnace. For the preparation of zeolite membrane, we used in situ crystallization via secondary growth method. This approach consists of two steps. The first one is about seeding. So seeding consists of the deposition of zeolite seeds on the surface of the support. And in the second step, that is growth, it consists of the growth of the seeds to form zeolite crystals. In this step, the seeded support is immersed in aluminosilicate hydrogel and then subjected to hydrothermal conditions. After this, the membrane is washed with water, and after it was dried at oven. In order to investigate the quality of the synthesized membrane, X-ray diffraction was used to verify the purity of the synthesized material. So as we can see from the figure, XRD patterns, they show that the zeolite material has a good crystallization and it is totally consistent with zeolite type A. And of course, there is no impurities. Figure 5 shows a top view of the synthesized membrane, so we can clearly see that the kaolinite support is totally covered by zeolite crystals, and the crystalline morphology of zeolite type A is in the cubic shape. EDS analysis was also investigated to confirm the elements that are present on zeolite type A. As you can notice from the figure B, the main elements are silicate, aluminium, oxygen, and sodium, which confirms that we have synthesized zeolite type A.
Furthermore, we can also calculate the silica to aluminum ratio that can give an information about type of zeolite. In this case, we have found a silica to aluminum ratio of 1.34, and it is compressed in the range of silica to aluminum ratio of zeolite type A. In order to investigate the hydrophobicity of the membrane, we used contact angle measurements. So as you can see from the graph that the support has a contact angle of 29.13, which indicates that the support is more hydrophilic than the membrane. And the contact angle of the membrane was 74.78, which means that water has tendency to wet the surface of the membrane. So as application, we choose to separate alcohols from waters via pervaporation. But first, let's see what is pervaporation. Pervaporation consists of the separation of liquid mixtures by partial vaporization through a membrane. So in figure 8, we expose the self-built laboratory setup that we used for our experiments. The feed solution was heated at constant temperature using a hot plate at atmospheric pressure and continually circulated using a centrifugal pan. The permeate compartment was kept under vacuum during pervaporation using a vacuum pan, and permeate vapor was condensed and then collected. So table 1 presents the operating conditions. We choose the ethanol as alcohol and water. So the fraction of ethanol was 19%, and for water it was 10%. The operating temperature was 75. And then to investigate the membrane performance, there are two parameters that we calculate. The first one is the separation flux, and the second one is the separation factor that indicates the membrane selectivity. So as results, we have found a flux of 5.3 kilograms per hour meter 2, and for the separation factor, it was 11,100. So as a conclusion, I can say that we have successfully synthesized low-cost ceramic membrane using the deposition of zeolite type A layer by in situ crystallization, and the membrane shows excellent performance in terms of flux and separation factor. Thank you for your attention. Thank you, Mademoiselle Fatem Zahra Chariq, pour cette bonne présentation. Donc, j'invite l'audience à poser leurs questions s'ils ont des questions sur le travail de Mademoiselle Chariq. Oui, celui ou celle qui a une question, ils peuvent la poser directement. Good morning. Good morning. First of all, thank you, Fatem Zahra Chariq, for the clarity of your presentation. It was really clear. Since we are in the same university, so I can say that I know her work, but I have another question, a general question that has nothing to do with your results. It is a question about membranes. Can you just tell me what are the key parameters that control the membrane synthesis? Thank you, Rizlan, for your question. Actually, the key parameters that controls the membrane synthesis are the synthesis time, synthesis temperature, and the hydrogel composition. And when I say hydrogel composition, two elements are crucial. The first one is the quantity of water, and the second one is the silica to aluminum ratio, because there are a lot of types of zeolite. Since I'm choosing zeolite type A, so the silica to ratio aluminum should be compressed between 1 and 2. So this is the main element that controls the membrane synthesis. Thank you, Fatem Zahra. Good luck. You're welcome. Thank you. Mademoiselle
Shariq, donc si on veut améliorer le facteur de séparation de votre membrane, qu'est-ce que Alors, tu... si on veut... qu'est-ce que tu- D'accord, alors je vous réponds. En fait, on peut dire qu'il y a un trade-off parce que le facteur de séparation dépend de l'épaisseur de la membrane, des thickness. En fait, si on augmente l'épaisseur de la membrane, donc on a le facteur de séparation, il baisse. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, les éléments prennent du temps pour traverser la membrane. Et du coup, la sélectivité baisse. Et sinon, si on veut réduire l'épaisseur de la membrane, à ce moment-là, il y a un autre challenge qui est l'apparition des défauts. Donc, c'est pour ça, généralement, il est très connu que la synthèse des membranes zyolytiques est très sensible et il faut optimiser les paramètres de synthèse pour que l'épaisseur soit à la bonne valeur et aussi ne pas sacrifier le facteur de séparation et le flux, bien sûr. Merci, mademoiselle Fatem Zahra. Donc, on passe directement à mademoiselle Samira Mamri, du laboratoire de bioressources, biotechnologie, ethnopharmacologie de la santé à la faculté des sciences Oujda. Donc, mademoiselle Mamri, Oui, donc the subject of mademoiselle Mamri is inhibitory effects of Coccus sativus stamens, donc on A glycosidase in vitro and in vivo. Donc the floor is yours. Can you share with us your presentation, please? oui. Samira Mamri. Thank you. Samira Mamri is a member of Laboratory of Bioresource, Biotechnology, Ethnopharmacology and Health of Faculty of Science, Université Mohammed First. The floor is yours. You can start. Merci. Bonjour. Bonjour, cher professeur. Presentation is in English or French? En French, en français. I suggest. Okay, you can go ahead. Go ahead. You have 10 minutes, 10, 12 minutes. Okay? Oui. Bonjour, cher professeur. Aujourd'hui, je vais présenter une partie de mon travail de thèse s'intitule L'effet in vitro et in vivo des étamines de Coccus sativus sur l'alpha-glycosidase. Ce travail est réalisé au sein du laboratoire de bioressources, biotechnologie, ethnopharmacologie et santé, réalisé par moi-même et encadré par M. Innaman Salawi. Pour présenter mon travail, je suivrai le plan suivant. Je vais commencer par des généralités, les objectifs du travail, le matériel et méthodes, les résultats obtenus et je finirai par une conclusion. Le diabète sucré est une pathologie métabolique caractérisée par une hyperglycémie chronique d'une déficience due à une anomalie dans le fonctionnement du système endocrinien. S'il vous plaît, les gens, essayez d'éteindre votre micro. Il est causé par l'insuffisance. S'il vous plaît, tous les étudiants doivent éteindre leur micro. Mademoiselle Adiba, bien. Monsieur Adiba Atman. Voilà. Go ahead, Samira. Le
Le diabète sucré est une pathologie métabolique caractérisée par une hyperglycémie chronique due à une anomalie de le fonctionnement du système endocrinien. Elle est causée par l'insuffisance de la sécrétion de l'insuline ou d'une anomalie de la sécrétion ou d'une anomalie de l'action de l'insuline sur les tissus cibles ou une association des deux. Actuellement, on estime que 425 millions de personnes dans le monde souffrent de diabète et ce nombre passera à 629 millions en 2045. Il existe donc de nombreux traitements antidiabétiques, soit par des insulinothérapies et soit par des antidiabétiques oraux. Bien que les options de traitement du diabète présentent plusieurs effets indésirables et soient très coûteuses, donc les gens sont revenus aux phytothérapies. Parmi les plantes utilisées dans le traitement du diabète au Maroc, c'est Crocus sativus. Crocus sativus est une plante vivace de la famille des Iridacées qui est cultivée dans de nombreux pays tels que le Maroc, Iran, Italie et la France. Parmi les mécanismes d'action des plantes médicinales au traitement du diabète, soit une action directe sur l'insuline, soit par exemple des inhibiteurs de l'alpha-glycosidase. Donc, l'alpha-glycosidase est une enzyme localisée dans les lysosomes des tissus et située également dans les bordures ombreuses des cellules intestinales. Il joue un rôle dans l'hydrolyse de la liaison alpha-1 glycidique. Il est impliqué aussi dans de plusieurs voies métaboliques, compris la digestion des glycides de l'intestin pour faciliter le passage du glucose vers le compartiment sanguin. Dans ce but, l'objectif de travail est élucider l'un des mécanismes qui explique l'effet des étamines de Crocus sativus sur la glycémie postprandiale, spécialement sur l'alpha-glycosidase in vitro et in vivo chez les rats normaux et diabétiques. Pour la préparation des fractions des étamines, la poudre séchée on prend la poudre séchée des étamines. Premièrement, elle est délipidée par l'éther de pétrole, suivie par une macération par le méthanol pendant 24 heures et suivie par une extraction liquide par l'acétate d'éthyle. Alors, on obtient une fraction aqueuse non hydrolysée et une fraction aqueuse hydrolysée. La poudre, elle est extraite. On prend autre poudre, elle est délipidée par l'éther de pétrole et suivie par une macération par l'ACL pendant 24 heures et une extraction liquide par l'acétate d'éthyle et on obtient une fraction aqueuse hydrolysée et une fraction acétate d'éthyle hydrolysée. Pour la mise en évidence de l'activité des fractions in vitro sur l'alpha-glycosidase, on prend un milieu réactionnel qui comprend l'enzyme plus les fractions à différentes concentrations plus le saccharose. Il est incubé pendant 25 minutes, puis on ajoute le GOT-POD, puis on ajoute le GOT-POD et on incube la solution pendant 10 minutes à 100 degrés. Finalement, on lit l'absorbance à 5 nanomètres et on calcule le pourcentage d'inhibition de l'activité de l'alpha-glycosidase. Et pour l'étude in vivo, on prend 4 groupes. On prend 3 groupes. Chaque groupe, il comprend 5 rats. Un groupe contrôle qui reçoit seulement l'eau distillée et un groupe médicament qui reçoit la carbose et un groupe test ou un groupe qui est traité par l'extrait. En temps zéro, on fait une surcharge par le saccharose par le saccharose. Après 30 minutes, on prend le sang. On prend le sang au niveau de la queue des rats et on fait un gavage soit par le médicament, soit par l'eau distillée, soit par l'extrait. Et on prend le sang
et on prend le sang à 30 minutes, à 50 et à 120 minutes. Après, le sang recueilli et est centrifugé et on prend le sérum pour le dosage de glucose plasmatique par le goutte-pot et on lit l'absorbance. Pour les rats, pour la mise en évidence de l'effet sur les rats diabétiques, on fait une induction du diabète chez des rats qui ont mis à jeûne pendant 16 heures et on injecte l'alloxane par une concentration de 120 mg par kilo. Après une semaine, on mesure la glycémie et on obtient des rats diabétiques. Et on met la même chose et on fait la même chose sur les rats diabétiques. Les résultats obtenus de ce travail concernant l'étude in vitro, on constate que les fractions des étamines ont une activité inhibitrice sur l'alpha-glycosidase in vitro et on constate que la fraction d'acétate d'éthyle hydrolysé a la meilleure activité. Concernant l'effet de l'alpha-glycosidase in vivo chez les rats normaux, on constate que l'extrait méthanolique a la meilleure activité in vivo chez les rats normaux. Et chez les rats diabétiques, on constate aussi que l'extrait 1 ou l'extrait méthanolique a la meilleure activité chez les rats diabétiques. Donc, on peut conclure que l'extraction et le fractionnement des étamines permet d'obtenir 5 fractions. Et les étamines de Crocus sativus ont un effet inhibiteur in vitro et in vivo vis-à-vis de l'alpha-glycosidase. Et on peut dire que les étamines de Crocus sativus possèdent une activité antidiabétique très importante dans l'un de ces mécanismes et l'inhibition de l'alpha-glycosidase. Et merci pour votre attention. Thank you, Samira. Donc, Mamri, Mademoiselle Samira Mamri, pour cette pour cette présentation. If everyone have a question, please, you can ask Mrs. Samira. Ok, Mademoiselle Samira, si donc, tu as réalisé votre extrait en le comparant avec un médicament, d'accord? Oui. Donc, selon les résultats que tu as trouvés, est-ce que votre extrait, il peut être une alternative aux médicaments qu'on trouve dans le marché? Oui, parce que les résultats in vivo, ils montrent que l'extrait méthanolique a un effet analogue. C'est un effet significatif par rapport au médicament qui est la carbose. Donc, on peut le mettre. Oui.
Donc, de l'extrait méthanolique. Donc, tu as parlé d'extrait méthanolique. Oui. Mais on sait que le méthanol, c'est un solvant qui est toxique. Comment tu comptes gérer la problématique Oui, dans le je sais. futur, si tu veux que vraiment votre extrait soit utilisé dans ce genre de traitement? Donc, pour moi, il faut extraire ou purifier, la molécule active ou les principes actifs qui sont responsables de cette activité et les valoriser, qui sont présents de l'extrait méthanolique. Merci, mademoiselle Bon, Samira. Donc, comme j'ai déjà expliqué aux étudiants que les congrès internationaux, ce sont une opportunité pour partager nos travaux avec des gens, surtout des gens qui nous parviennent de l'extérieur. Donc, il est préférable de faire une présentation donc, en anglais, donc dans des congrès internationaux comme ça. Donc, oui, c'est un genre d'exercice. Donc, mademoiselle Samira, donc, dans le oui, futur, donc, il est préférable que tu prépares une présentation en anglais et tu essaies de faire de ton mieux pour la présentation. oui, D'accord? merci. Donc, on passe au deuxième, un autre travail, celui de Salima Tiji. Mademoiselle Oui, Salima, bonjour. bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, D'accord, je vais partager avec vous mon écran. oui, c'est ça. Donc, Miss Salima Tiji, donc, the presentation of Miss Salima Tiji is the antimicrobial activity of Nigella sativa, essential oil in the eastern region of Morocco. Salima Tiji is a member of Laboratory of Electrochemistry, University Mohammed First. The floor is yours. Hello? Hello? Allô? Oui. Puis-je commencer? Oui, tu peux commencer. Oui. Oui, d'accord, merci. Hello, everybody. My name is Salima Tiji. I'm a PhD student from University Mohammed First, Faculty of Science. So first of all, I would like to thank the committee members of the symposium. So today I'm going to share with you a work entitled Antimicrobial Activity of Nigella sativa L essential oil in the eastern region of Morocco. The plan of this presentation will be as following. First, Mademoiselle Salima, s'il vous plaît, est-ce que tu peux mettre la présentation en plein écran? yeah. So the plan of this presentation will be as following. First, an introduction with bibliography, then method and the results Mademoiselle would Salima, be, mademoiselle, s'il te plaît. Donc, tu peux mettre la présentation en plein écran. Voilà. It's good now. Thank you. Now, you're welcome. Yeah, then the method and results will be dedicated to extraction and yield of the essential oil, the antibacterial activity, the antifungal activity, and of course, we will identify. Monsieur Milawi, ferme, voilà. Yeah. So the method and the result will be dedicated to the extraction and the yield of the essential oil. Then we will see the antibacterial activity, the antifungal activity, and of course, we will identify our essential oil by gas chromatography with mass spectroscopy. And finally, we will end with the conclusion. So, our plant Nigella sativa was known for about 2,000 years before Jesus Christ.
Mademoiselle Salima? Yeah. Can you hear me? Oui, oui, oui. Mais on n'arrive pas à voir votre présentation. Maybe a problem with internet. Est-ce que tu peux repartager votre Yeah. Yeah. slide avec nous? Oh, no. Now, can you see it? Hello? Can you see Hello, it yes. now? No, 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 no. Can you share with us your presentation? Okay, now it's good. Yes. Okay. So I will continue. Yes. Yeah. So Mets-la en as plein I écran. said Mets-la. before, Elle n'est pas en plein okay. écran. Okay. So as I said before, the plant Nigella sativa was known for about 2,000 years before Jesus Christ. But in our culture, the Arabic Islamic culture, it was known after a hadith of the Prophet, peace be upon him, when he said في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. So after that, the plant were extremely used in traditional medicine. And for example, people would use the seeds, the smash seeds with vinegar for headaches or for stomach's problem, for example. The seeds are known by a researcher for its therapeutical activity. But as all plants, it's also known for its toxicity. The toxicity of this plant level is about 4 grams. And which is interesting in Nigella sativa is that it has not shown all its therapeutical virtues yet. So for the essential oil extraction, we have 2 ways. We have the direct way where we just take our plant, we make it into powder. So we smash our seeds and then we make a direct hydrodistillation. The second way is that we take our seeds, we take the powder. That means that we smash our seeds and then we make a warm extraction through hexane. Then we take our hexane extract, and we make hydrodistillations. So here we have 2 ways to extract our essential oil. The color of the essential oil is yellow in both ways, but the difference is the yield. We have in the essential oil that was by direct hydrodistillation, we have a yield of 0.28%. But for hydrodistillation with the extract, I mean the hexane extract, it was for about 1.2%. So you can see that the hexane extract represents for about 34%. It means the third of the seeds. That's why we have a yield of the essential oil very big in comparison to the direct hydrodistillation of the plant. So the thin layer chromatography has given, after doing the elution, has given for about 9 spots that we can see through UV spectroscopy. The essential oil, we have taken our essential oil and then we can evaluate our antibacterial activity. So we have taken our essential oil and made serial concentrations from 1 milligrams to 32. And we have added bacterial strains, and the samples were incubated for 24 hours at 37 degrees. So we defined
minimal inhibitory concentration using the 550 nanometers, and we can in this lambda we can see the turbidity caused by microorganism growth. So we had three types of strains. We have Staphylococcus aureus, we have Bacillus cereus, and we had Escherichia coli. So the minimal inhibitory concentration for the first strain was 960 micrograms. For the second strain, it was for about 500 micrograms. And the third strain, Escherichia coli, the minimal inhibitory concentration was 680 micrograms. Like the antibacterial activity, we have evaluated the antifungal activity. So, we have prepared samples from the essential oil of Nigella sativa, and we have added Candida albicans suspensions. Then we can, after the incubation, of course, can you hear me? No. Now is good. We can't Okay. see your presentation. Please share with us your presentation. We can Yeah, I will. see it. Yeah, I will do it again. No problem. Can you see the presentation now Yes. or not? Yes. Yeah. I don't know what's going on. So as I said before, we evaluated our antifungal activity, and we have prepared samples from our essential oil from 1 milligrams to 32 milligrams. And after doing the incubation at 37 degrees for 24 hours, we have obtained the minimal inhibitory fungal. Please, Hajar, Yeah. can you put it your presentation in full screen? It is on full screen. No. Not. And now, can you see it? No. It's on full screen. Okay, it's not a problem. Go ahead, Mademoiselle Zaidi. So we have obtained our minimal inhibitory functions from these samples. But for the strains called Candida albicans, the value of our minimal inhibitory fungal was for about 8 micrograms. So just to explain this activity, we had make a GC, which is a gas chromatography, to identify our compounds. And as you can see here in our chromatogram, we have about 9 peaks with different intensities. So with the mass spectroscopy, we could identify alpha-2-gene, alpha-pinene, beta-pinene, beta-cymene, gamma-terpinene, aldehyde, and carvacrol and timokinone. So just to compare with other people,
we can say that it depends on the geography of each plant, and the common compounds or constituents in the plant in the essential oil were carvacrol, picimene, thymol, and thymoquinol. So to sum up, the direct plant hydrodistillation do not deliver a huge essential oil quantity. As we said before, it has given only 0.2%. The exanworm extract has given an important yield. It was about a third of the extraction. Nigella sativa essential oil extracted by exan hydrodistillation represented 1.2%. The Nigella sativa essential oil has proven its efficacy in both bacterial and fungal strains, but the difference in the minimal inhibition concentration results would depend or would be explained by the nature of the molecule, because as we said, the essential oil, it's a mixture. So we have for about 9 molecules, and each molecule will have an activity on the strains. The essential oil efficacy and fungal strains are extremely interesting because it has only minimal inhibition concentration would be for about 8 micrograms, which is very low. And then we can say that Nigella sativa can be used as a remarkable antimicrobial for immune system. And thank you for your time. Thank you, Ms. Salima Tiji. Donc, if everyone has a question, please ask it directly. Okay, Ms. Salima, can you tell us the difference between your exan extraction and hydrodistillation extraction? Which one is the best after your work? Yeah, the best is the indirect one. Indirect way, because when you have the exan extract, you will extract more essential oil. But when you will extract a direct extraction hydrodistillation, you will have only a small amount of the essential oil. Okay. And what is about the toxicity about exan? Yeah, the thing that when you will not take the exan extract direct, you will make after the extraction, you will make a hydrodistillation. So then you will have only the essential oil pure. Thank you, Ms. Salima. Now we have Ms. Hajar Zaidi. Are you here? Mademoiselle Zaidi, Hajar. Donc on passe à un autre. Donc Monsieur Reda Al-Manissi. Pardon? Yes, teacher, I am here. Nadia Razan, c'est pas Hajar. Nadia. Nadia Razan. Nadia Razan. Hajar Zaidi, c'est ça? Non, c'est Hamid Zaidi, le groupe de travail. Hamid, oui. Mais moi, je présente le travail. À sa place, d'accord. D'accord. C'est mademoiselle Nadia. Nadia Razan. Nadia Razan. بلاص هاد هاجر غتعمرو في شي وحده غتركز. Can you share? Monsieur Reda, tu peux éteindre ton micro? Voilà, donc tu peux commencer. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente mon travail, étude de l'inhibition de la corrosion du cuivre en milieu acide sulfurique par l'acide 4-aminobenzolique. Ce travail a été réalisé en département chimie, équipe chimie physique appliquée à environnement. Mon travail s'articule sur le plan suivant. En premier axe, introduction généralisée. En deuxième axe, matériel et méthode. En troisième axe, résultats et discussion. En quatrième axe, conclusion et perspective.
Commençons par l'introduction. La corrosion résulte d'une action chimique ou électrochimique d'un environnement sur les métaux et les alliages. C'est un fléau qui touche les matériaux utilisés dans nombreux domaines. Les conséquences sont importantes dans les divers domaines et en particulier dans l'industrie. Le cuivre est très utilisé dans l'industrie, mais il se corrode. Donc, la protection des traitements de surface ou encore la modification du milieu corrosif par l'ajout d'inhibiteurs constitue un moyen original pour lutter contre la corrosion. On va définir la corrosion. La corrosion est une dégradation de matériaux en contact avec son environnement sous l'action d'un agent agressif. Les différents modes d'agressivité des matériaux sont regroupés en corrosion chimique, corrosion électrochimique, corrosion biochimique. En tenant compte des formes des sites d'attaque, les principaux types de corrosion sont regroupés en deux grandes familles, la corrosion généralisée et la corrosion localisée. La protection contre la corrosion doit être considérée pour éviter de nombreux problèmes et garantir la protection de l'environnement et permettre le recyclage ou l'élimination de différents composants à la fin de leur utilisation. Plusieurs techniques de protection existent que l'on peut citer: protection par revêtement, protection électrochimique et protection par inhibiteur. Comme nous nous intéressons particulièrement à la méthode utilisant l'inhibiteur de corrosion, nous donnons quelques généralités. Un inhibiteur est une substance qui retarde la corrosion lorsqu'il est ajouté à un environnement en faible concentration. Les propriétés fondamentales de l'inhibiteur sont être peu onéreux, être compatible avec les normes de non-toxicité, être stable et en présence des autres constituants du milieu, être efficace à faible teneur, diminuer la vitesse de corrosion d'un métal, être stable aux températures d'utilisation. L'inhibiteur à étudier est un composé organique de formule brute C6H7O2N contenant du site activé d'oxyde et acide carboxylique sur leur bout de chaîne. Son application en médecine et pharmacie, alimentation et cosmétique. L'objectif, c'est l'étude de comportement de l'acide 4-aminobenzoïque vis-à-vis de la corrosion de cuivre. Passons au deuxième axe, matériel et méthode. Les conditions expérimentales de ce travail, on a utilisé un électrode de cuivre de diamètre de 3,9 mm et des solutions de l'acide sulfurique à 1 sans et avec différentes concentrations de l'inhibiteur. La première méthode, c'est la gravimétrie. C'est une méthode utilisée pour détermination de taux de corrosion. Son principe repose sur la mesure de perte de masse subie par un échantillon de surface S pendant un temps T d'immersion dans une solution corrosive. La relation pour calculer la vitesse de corrosion est donnée. La vitesse de corrosion est égale à delta N divisé par T fois S. Et l'équation pour calculer l'efficacité inhibitrice, c'est la vitesse de corrosion moins la vitesse de corrosion avec l'ajout de l'inhibiteur divisé par la vitesse de corrosion fois 100. Passons au montage électrochimique. Le dispositif expérimental composé par un appareil de mesure électrochimique, une cellule électrochimique thermostat et un logiciel de pilotage de mesure. La cellule électrochimique est un réacteur en verre thermostat dans lequel nous introduisons 3 électrodes. Électrode de platine, électrode de référence de calomètre saturé et électrode de travail. Les techniques d'électrochimique contribuent à la termination du courant de la corrosion et l'efficacité inhibitrice par la relation suivante. Passons en parallèle. En parallèle, la spectroscopie d'impédance contribue à la détermination de l'efficacité inhibitrice en utilisant la relation suivante. Passons à la méthode d'analyse. La microscopie électronique à balayage est la méthode la plus utilisée pour observer la topographie d'une surface. Le principe de fonctionnement est basé sur l'interaction électron-matière capable de produire des images à haute résolution de la surface d'un échantillon. On passe au troisième axe, résultats et discussions. À partir du premier graphe, nous observons que pour toutes les concentrations de perte de masse diminuent en allongeant le temps d'immersion, mais cette diminution reste importante comparée aux pertes de masse calculées dans la solution de blanc.
Par ailleurs, dans le deuxième graphe, nous constatons que l'augmentation de la concentration de l'inhibiteur entraîne une diminution de la perte de masse vis-à-vis au blanc. Passons aux polarisations potentiodynamiques. Donc, on constate que la densité de courant passe des valeurs inférieures, l'efficacité inhibitrice augmente, le potentiel de corrosion se déplace légèrement vers des valeurs cathodiques. Donc, c'est un inhibiteur de type cathodique. En parallèle, avec les mesures précédentes, les grandeurs issues des mesures impédance électrochimique aident à la conformation de nos conclusions. La figure représente le diagramme d'une mixte de cuivre dans l'acide sulfurique en absence et en présence de différentes concentrations de l'inhibiteur à une température ambiante. Donc, on constate que les groupements COH, NH2 de cycle benzène qui sont inclus dans le décomposé de l'inhibiteur probablement conduit à la formation d'une couche protecteur à la surface du métal. Il renforce la couche d'oxyde, il limite la corrosion et isole le métal au milieu agressif extérieur. Passons à les analyses de surface. La surface de cuivre fortement endommagée en raison d'une attaque de corrosion rapide en absence de l'inhibiteur. Et on voit qu'une couverture qui est mieux corrélée avec l'action de l'inhibiteur. Conclusion, le 4-aminobenzoïque peut être utilisé comme un excellent inhibiteur de corrosion du cuivre dans l'acide sulfurique. Cet inhibiteur agit comme un inhibiteur de type cathodique. Les résultats obtenus nous encourageons à poursuivre notre étude dans les directions suivantes. Réaliser des analyses par technique d'absorption atomique pour avoir une idée sur les éléments dissous dans la solution, évaluer d'autres paramètres physico-chimiques pour connaître leur effet et l'efficacité inhibitrice de ce produit, effectuer une comparaison entre notre inhibiteur avec ses isomères ou bien avec les autres inhibiteurs, par exemple les microalgues, réaliser l'étude théorique pour mettre en évidence le type de liaison formée lors de l'interaction entre l'inhibiteur de acide 4-aminobenzoïque en milieu acide et le cuivre métallique. Et merci pour votre attention. Merci, mademoiselle Nadia Razin, pour cette présentation. Si quelqu'un a une question, il peut la poser. Donc, mademoiselle Nadia, si on veut tester, utiliser le composé, par exemple, à l'échelle industrielle, est-ce que tu penses que c'est faisable? Oui, ils ont pu utiliser dans l'industrie, mais ce composé, je ne sais pas le prix de ce composé, si la valeur de ce composé est un plus cher, donc il ne peut pas l'utiliser. Donc, je crois qu'il faut, avant de se lancer dans cette mission, d'abord de voir les coûts de revenus de ce produit par rapport aux inhibiteurs qui sont déjà dans le marché. Comme ça, on peut s'aventurer dans l'utilisation ou bien dans la réalisation de ce genre d'inhibiteurs. Oui, je vais chercher le coût. Merci, mademoiselle Nadia. Donc, on passe directement à M. Reda El-Menissi qui nous parvient de la faculté des sciences Moulay Ismail, de l'université Moulay Ismail. Yes, monsieur. Donc, the floor is yours, M. Reda. You can share with us your presentation. Mademoiselle Nadia. Mademoiselle Nadia. Oui. Tu peux retirer ta présentation. Voilà. Monsieur Reda. Yes, I am here. Go ahead. Donc, share with us your presentation and the floor is yours.
Yes. Can you put it in a good? It's good now. You can start. Ladies and gentlemen, the members of the organism community, my dear professor, colleagues, hello. I have the honor to be among you in this scientific days, International Econs Symposium 3 on Innovative Survey in Positive Sciences. This work was supervised by Professors Mohamed Aziz Ajana, Mohamed Bouchri, and Tahar Al-Khalifi, and is present by me. I start with the outline of our presentation, which begin with introduction, computational chemistry environment, result and description, and conclusion. Each year, the numbers of new cancer cases and deaths that will increase in the worldwide. Cancer is a major public health problem worldwide and is the second leading cause of death. The research of for new because it's expensive method in terms of cost and time. Over the last decade, the advancement of computational chemistry has led to new successes and challenges in drug discovery. Quantitative structure activity relationship and molecular docking are two approaches successively used to explore and predict new efficient compounds. Drug discovery is a complex process which can take up to 20 years of research and around $2 million in investment, which is very costly and time consuming. From 10,000 molecules screened, a single molecule that will successfully pass all the stages of testing and clinical trials to become a drug with marketing authorization. Therefore, the method in silicon are developed to facilitate drug discovery, reduce costs, and identify potential therapeutic molecules more quickly. And instead of testing 10,000, we can test just 100. Among the method in silico, term in computational chemistry, but we're using computational chemistry. Computational chemistry using in quantum chemistry, organic chemistry, green chemistry, pharmaceutical chemistry. Computational chemistry has several advantages. For example, economize laboratory waste, reduce to waste of biological tests, reduce to waste of clinical tests, and saving the expenses of the pharmaceutical industries. In computational chemistry, we use QSAR. But what is QSAR? QSAR is abbreviation of quantitative structure activity relationship. QSAR or QSPR methods are based on the assumption that the activity or property of a chemical compound is related to its structure. Specifically, these approaches assert that the activity or property and structure of a compound are linked by a certain mathematical algorithm. This is based on the basic concept that compounds with similar structure have similar activity. The first reducing approaches was proposed in 1979. It described molecular fluids, properties of compounds calculated on a regular grid, then correlated with their biological activity by partial less scarce analysis. QSAR is based on COMFA and COMSIA. But what is COMFA and what is COMSIA? COMFA is abbreviation of comparative molecular field analysis, and COMSIA is abbreviation of comparative molecular similarity and this analysis. Our objective is to seek a better interaction between ligand and the receptor. Result and discussion. A database of 34 andol compound of hematological anti-cancer activity was obtained from the literature. These data sets have been divided into series according to a random selection
to be 3D Quasar models confound COMSIA and to analyze their physicochemical properties. The first named training set series composed of 28 molecules. The second named test set series composed of 6 molecules is used to evaluate the capacity of the obtained model. Here we have number of molecules. Here PEC 50. Here the value obtained in confound COMSIA and the value of residual. The residual value does not exceed 1, which means that our models is efficient. This table shows the results obtained in confound and COMSIA. The confound counter is based on two fields. The first named steric, the second electrostatic, A and B successively. But the COMSIA counter is based in three. The COMSIA counter is based on three fields. The first is hydrophobic field. The second is H bond donor, and the third is H bond acceptor. By using the two contours we designed for compound. Here, all compounds have PEC 50 superior to PEC 50 of compound 28 most in database. Voila, here structure of components predict. Molecular here the interaction of compound 28 most and 30 compound inactive with the PM1 kinase receptor. Docking is an important method for exploring the interaction between the ligand and the PM1 kinase protein. Here we have unfavorable interaction hydrogen bond. But here the interaction of proposed compound X1 with the PM kinase receptor. We haven't any unfavorable interaction. 3D Quasar method were used to explore the structure activity relationship of indole as a metallurgical anti-cancer. The excellent predictive ability of confound COMSIA methods observed for the test set of compounds indicates that these models can be successfully used for predicting anti-cancer activity values. Furthermore, the results of the confound and COMSIA contour maps gives enough information to understand the structure activity relationship and identify the structural feature influencing the activity. New derivatives were designed relying on 3D Quasar, results taken from the present study. Surflex docking was used to confirm the affinity and the stable conformation the newly designed structure. Thank you for your attention. Thanks, Ms. Rida Al-Menisi, for this interesting presentation. If someone have a question, please ask it for Ms. Rida. You can ask it directly. One. Okay, good. Ms. Rida, what is the strong point of this approach, or are there any other pertinent approach in uses for this work? Our objective and new molecules on cancer by using the method Quasar based on the two contours. The first is confound, the second is COMSIA. I can't hear you, Ms. Menisi. I can't hear you. You can't hear me?
I can't hear you. No. Yes, it's good now. Yes. Our objective is design a new molecules anti-cancer activity. Yes. In this study, we based in Quasar. Quasar is based on two concepts. The first is Confin. The second is COMSIA. This cancer based the two Confin based the field steric and electrostatic, but COMSIA hydrophobic H bond donor, H bond acceptor. This field, if we have addition, if you will addition another substituent in this position or another, the activity increases. Okay. Thank you, Ms. Reda, for this nice presentation and interesting presentation. Now we can go to Atman Adiba. Atman Oui, Adiba, bonjour. Bonjour. National Agricultural Research Institute of Meknes, Yes. Laboratory of Biotechnology, Valorization of Plant Genetic Research, Faculty of Science and Technique, University of Sultan Moulay Slimane. Can you share with us Oui. your presentation, please? Oui. Okay. Can you share with us your presentation? Yes. C'est bien maintenant? No, not yet. You can put it in a full screen. Yes. Ah oui, je le fais. No, not yet. Maintenant? Now it's good. You can go ahead. Yeah. Yes. Merci, monsieur. Alors, pour tout le monde, je me présente, je m'appelle Adib Atman, étudiant en deuxième année doctorat à la Faculté des Sciences et Techniques de Bni Mellal, en collaboration avec le Centre régional en agronomique trait. C'est l'évaluation de la tolérance de 11 cultivars de grenadier au stress hydrique. Monsieur Adiba, Monsieur Adiba, oui. on n'arrive pas à vous entendre. Monsieur Adiba, Maintenant? on n'arrive pas à oui. vous entendre convenablement. Maintenant? C'est bon. Tu vas faire une présentation en français, c'est ça? Ah oui, en français. D'accord, allez-y. Alors, introduction, on va commencer par le problème de changement climatique au Maroc. Alors, comme vous savez, que notre pays, le Maroc, et vu sa position géographique, a été classé parmi les plus vulnérables au changement climatique, qui sont exprimés généralement par la variation de deux facteurs principaux qui sont la température et la précipitation. Et selon le groupe intergouvernemental d'évaluation du climat, le Maroc va subir à la fin de ce siècle une diminution de précipitation qui arrive jusqu'à 20%, en même temps une augmentation de température de 2,5 à 5,5 degrés. La variation de ces deux facteurs provoque un vrai problème qui touche le secteur agricole marocain, c'est le stress hydrique. Ce problème agit généralement sur l'aire de répartition des espèces végétales. Et la région de Ceysse, et vu sa grande importance du point de vue arboriculture fruitier, a été classée parmi les régions les plus touchées par ce problème de stress hydrique, ce qui est traduit par une régression, voire même un début de disparition de certaines espèces arboricoles, à savoir le pommier, le cerisier et le poirier.
la vulnérabilité de l'arboriculture fruitier dans cette région incite à des réflexions sur l'adoption d'une stratégie durable d'adaptation et de chercher de nouvelles espèces capables de se développer dans les nouvelles conditions dans la région. Dans ce contexte, le grenadier Tunica granatum vit une grande importance nutritionnelle et marchande d'une part, et sa plasticité et leur capacité de se développer dans des conditions chaudes et sèches, d'autre part, a été classé parmi l'Enaradum knes comme une espèce alternative dans la région. Dans ce contexte, l'Enaradum knes avait entamé une étude d'adaptation de grenadiers dans la région de Seyss basée sur une caractérisation multivariée d'une collection qui a été installée au domaine expérimental de Ain Taoujtat. Dans l'objectif global de cette étude et la promotion de cette culture à valeur ajoutée dans la région, tout en proposant à la culture des cultivars productifs de qualité et tolèrent les changements climatiques, notamment en termes de stress hydrique. Notre travail est une partie de cette caractérisation globale. Elle est basée sur l'évaluation de la tolérance de ces 11 cultivars de grenadier au stress hydrique, afin de classer ces cultivars en termes de tolérance au stress hydrique et identifier les indicateurs les plus discriminants pour ce stress abiotique. Maintenant, on va passer à la partie expérimentale. Et on va commencer par le matériel végétal. Le matériel végétal a été composé de cultivars, dont 7 cultivars qui sont marocains, qui sont sfri, grenade rouge, grenade jaune, gjibi, djbali, bzou et oncle hamam. Et en plus de 4 variétés étrangères, dont 2 de la Tunisie, une de l'Espagne et une de la Chine. Il a été installé au domaine expérimental de Ain Taoujtat avec un espacement de 5,3. Pour les traitements hydriques utilisés, il y a 2 correspondant à 2 fractions d'évapotranspiration. Et pour chaque variété, il y a 5 arbres sous irrigation de 50% d'évapotranspiration et 5 arbres complètement irrigués. L'évapotranspiration a été effectuée seulement pour les 3 arbres au centre. Les arbres à l'extrémité ont été considérés comme des arbres bordures. Les paramètres observés ont un nombre de 18 paramètres, dont 6 paramètres qui sont végétatifs et qui sont l'allongement du pouce, surface foliaire, densité foliaire et la concentration foliaire en chlorophylle A et B, en plus de la densité du bois. Et il y a des paramètres qui montrent l'état hydrique de l'arbre, qui sont conductance, densité, surface et l'indice de la surface stomatique, en plus de l'accumulation foliaire en proline et en cercle cuticulaire. Ces paramètres ont été mesurés juste 3 mois après l'application du stress, alors que les paramètres de production ont été mesurés à la fin du cycle, c'est-à-dire à la maturité des fruits, et qui sont le rendement, poids de fruits, teneur en jus, teneur en aril, poids moyen d'un aril et poids moyen d'un pépin. Pour l'analyse de données a été basée sur une analyse par l'ANOVA et une classification hiérarchique en basant sur la ration des moyens entre les arbres stressés et les arbres bien irrigués. Si cette ration est inférieure à 1, signifie que l'effet de stress hydrique est négatif. Si la ration est supérieure à 1, signifie qu'il y a un effet positif de ce stress hydrique appliqué. Et si la ration est égale à 1, effet non significatif de ce stress. Pour les résultats obtenus, on va commencer par l'effet de stress hydrique sur les paramètres de production. Comme vous voyez ici, le stress hydrique ne montre aucun effet sur la variété zéri d'automne pour l'ensemble des paramètres de production. Cependant, ce stress provoque une diminution de rendement de 20% pour les variétés Bzou, Djbali et Gjibi. Toutefois, pour les variétés oncle hamam et grenade jaune, ce stress provoque une réduction de rendement qui arrive à 50% avec une diminution de poids de fruits avec une moyenne de 25%. Voilà ici l'effet de stress hydrique sur les paramètres végétatifs. Alors, comme vous voyez ici, aucun effet n'a été enregistré sur la variété zéri précoce, à l'exception de la concentration foliaire en pigment chlorophyllien A. Alors que les variétés marocaines qui sont Gjibi et Sfri sont les plus affectées de point de vue croissance végétative. Cependant, pour les variétés Zahri d'automne, Djbali et Bzou qui sont les moins affectées de point de vue
production présente une affectation moyenne des paramètres végétatifs. Voilà ici un tableau qui montre l'effet de stress hydrique sur les paramètres de statut hydrique de l'arbre. Comme vous voyez ici, que chaque paramètre donne un classement différent de ces cultivars. Et en même temps, il y a une augmentation de proline et serre cuticulaire presque chez l'ensemble des cultivars testés et une diminution de conductance stomatique pour la majorité de ces cultivars, alors que les paramètres stomatiques sont non affectés. Voilà, ici nous avons arrivé à déterminer les paramètres les plus discriminants parmi les 18 paramètres qui sont analysés et qui sont ici le rendement, calibre de fruits, teneur en jus, poids d'aril, poids de pépins, concentration foliaire en chlorophylle B, en plus de l'accumulation foliaire de proline. En basant sur ce cultivar, nous avons arrivé à faire un clustering, c'est-à-dire nous avons arrivé à déterminer les paramètres ou les groupes les plus homogènes. Comme vous voyez ici, il y a 8 sous-groupes qui sont le premier groupe formé par Gordojativa sfri, deuxième groupe formé par Bzo Djbali, un troisième groupe qui est formé aussi par deux variétés, c'est Molar et Grenade rouge, alors que les 5 autres variétés, chacun présente des mécanismes spécifiques pour répondre au stress hydrique, c'est-à-dire chacun présente un groupe lui-même. Voilà, ici nous avons arrivé à faire un classement de ces cultivars en basant sur une méthode de score, c'est-à-dire en se basant sur l'ensemble de ces paramètres, en donnant aux paramètres de production un score de 10, aux paramètres végétatifs un score d'un pas de 5 et un score d'un pas de 1 pour les paramètres qui montrent l'état hydrique de l'arbre. Et voilà, le score le plus élevé, montre que ce cultivar, c'est le présumé le plus tolérant. Et voilà un tableau qui montre les résultats obtenus. Comme vous voyez ici, que le cultivar le présumé le plus tolérant, c'est Zahri d'automne suivi par Jbali. Cependant, les deux cultivars marocains, Ankh Hamam et Grenade jaune, sont les cultivars le plus, ou relativement les plus sensibles. Alors, comme conclusion, comme vous voyez ici, nous avons arrivé à déterminer 4 cultivars qui sont les présumés les plus tolérants, qui sont Zahri d'automne, Zahri précoce, Djbali et Bzo. Cependant, les variétés marocaines qui sont les plus cultivées au Maroc sont relativement sensibles au stress hydrique appliqué, qui sont Grenade jaune, suivi par Grenade rouge, suivi par Sfri. Et merci pour votre attention. Thank you, Ms. Atman Adiba, for your presentation. Donc, if everyone have a question. No one. Donc, Monsieur Adiba, donc si on veut, si vous voulez, on veut utiliser les résultats que tu as trouvés, que vous avez trouvés dans votre travail, pour améliorer les rendements de ces cultures. Quelle est la stratégie qu'on peut l'utiliser? Voilà, ici, nous avons basé sur une caractérisation, c'est-à-dire nous avons plusieurs variétés. Et nous avons en train de choisir la variété qui présente à la fois des grenades qui sont des fruits de bonne qualité et en même temps tolèrent surtout les stress abiotiques, qui sont, comme vous voyez ici, stress hydrique. On va commencer à cette année, Inch'Allah, stress thermique aussi. Voilà, notre travail est basé sur le choix de cultivar qui est présent de bonne qualité pour les fruits et tolère les changements climatiques. D'accord, donc, voilà le but de notre travail. Tu suggères à utiliser des variétés et non pas d'autres. Ouais. Ah oui. Donc, mais si on veut, par exemple, garder les mêmes variétés, d'accord, et essayer de trouver donc un moyen d'améliorer donc les rendements, même si on a le stress, même si on a un stress hydrique. Est-ce qu'il y a une stratégie qu'on peut la suivre en fonction des résultats que tu as trouvés? Voilà, on peut utiliser le minimum d'eau, c'est-à-dire d'eau d'irrigation, c'est-à-dire un état de stress. Il faut utiliser
D'autres, par exemple, le cas de l'utilisation des fertilisants. Il faut utiliser des bons fertilisants avec le minimum. Mais, comme j'ai déjà dit, s'il y a un stress hydrique, il y a vraiment une affectation de qualité et même de rendement pour le grenadier. D'accord. Merci, Monsieur Adiba. Donc, we switch directly to Miss Miriam Sliroy. Miriam, Bonjour. are you here? Yes. Miriam Oh, Sliroy is a member of a Laboratory of Biotechnology, Environment, Agri-Food and Health of the Faculty of Science, University Sidi Mohammed bin Abdullah, à Fès. Vous m'écoutez là, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Okay. Donc, je me présente. So, I'm Mariam Sliroy. I'm a PhD student at the Faculty of Sciences in Fez, Morocco. And this presentation is about assessment of subacute toxicity and estrogenic effects of Lavandula officinalis used in traditional treatment of female infertility. Please, Miss Miriam, you can put your presentation in a full screen. I think it is now. Not yet. Yes, it's good now. It's Thank good. you. Okay. Thank you. So this is the plan of this presentation. I will first start by introduction, then ethnopharmacological survey, subacute toxicity, HPLC data analysis, ovarian stimulation evaluated by some parameters as ovarian cholesterol tests, uterine proteins tests, and serum estradiol tests, and finally conclusion and perspective. So, as you know, aromatic and medicinal plants play a key role in the treatment of many diseases, such as female infertility. Indeed, the education of ovulation, artificial insemination, and the use of in vitro fertilization are part of the therapeutic arsenal available in the treatment of cases of infertility. However, the lack of essential drugs, the inadequate healthcare, the high cost of drugs explain the use of traditional practices based on medicinal plants. So the aim of the study is to characterize the chemical composition of the hydroethanolic extracts of Lavandula officinalis, to evaluate its subacute toxicity, and to study the effects of both hydroethanolic and polyphenolic fractions on ovarian cholesterol, uterine proteins, and serum estradiol levels. So firstly, an ethnopharmacological survey was conducted in Fez, Meknes, and Bulman region to collect information about the most used plants for the treatment of female infertility. And a questionnaire form was used as a support for the study. The results showed that Lavandula officinalis is the most seeded plant, followed by Mentapulagium, Mentacia violens, Rosmarinus officinalis, Petroselinum sativum, and others. So after choosing the plant, which was Lavandula officinalis, we evaluated its subacute toxicity by also orally for 28 days, by dividing 20 rates into 4 groups of 5 each. The first and second group served as negative and positive control respectively. The third group received 600 milligrams per kilogram of hydroethanolic extract, and the last group received 200 milligrams per kilogram of polyphenols. At the end of the treatment, animals were anesthetized and blood collected in EDTA tube in order to dose some biochemical parameters such as azat, alat, alkaline phosphatase, urea, and creatinine. And the results of hydroethanolic extracts and polyphenols were within the normal values for all parameters compared to the negative control. This figure shows a histopathological section of kidney and liver. So A and B represent negative and positive control respectively. C is treated by hydroethanolic extracts, and D is treated by polyphenols. So the structures of the histological section of kidney and liver were normal. It means that kidney and liver were not affected by any of the administered doses. After that, an HPLC data analysis was done to identify the presence of some compounds such as gallic acid, catechin, ferulic acid, mericetin, and quercetin.
Then we treated mature fumarate by hydroethanolic extract and polyphenols. And at the end of this treatment, ovaries were used for determination of ovarian cholesterol and blood collected for the dosage of estradiol. So the results showed a significant reduce in ovarian cholesterol for the hydroethanolic extract and the polyphenol, and it reflects its key role in steroidogenesis and stimulating ovarian cells growth. As you know, proteins are the major constituents of cells. It is well established that the anabolic and mitogenic effects of estrogen induce cell proliferation, and that explains the significant increase in uterine protein level for the hydroethanolic extracts compared to the negative control. This result showed a significant increase in the serum estradiol level for the hydroethanolic extracts and polyphenols compared to the negative control. It could indicate the presence of secondary metabolites such as daidzein, genistein, and lineaz as they increase the estradiol. As conclusion, according to our results, Lavandula officinalis is not toxic for the studied parameters at the dose tested. In addition, a remarkable estrogenic effects of hydroethanolic extracts and polyphenolic fraction of lavender was revealed. However, other tests should be done regarding ovarian stimulation using other estrogenic fractions such as flavonoids. Et merci pour votre attention. Thank you, Ms. Myriam Slioura, pour cette présentation qui était claire et précise. Donc, si quelqu'un a une question, if someone have a question, please ask it directly to Ms. Myriam Slioura. Ok, Ms. Myriam, pour Oui. la toxicité, est-ce que vous avez réalisé, donc, en ce qui concerne la toxicité de ces éléments, De cette plante, est-ce que oui. les résultats, est-ce que les tests que tu as réalisés pour l'effet de Lavandula officinalis sont suffisantes pour dire que oui, on peut utiliser donc, ces éléments dans le traitement des mâles infertiles. Plutôt des femelles. Des femelles, infertiles. pardon, oui, des femelles, pardon. Des femelles. Oui. Oui, je pourrais dire effectivement que oui, cette plante elle a un effet œstrogénique vu qu'elle contient des phytoœstrogènes. En plus, on a bien vu son effet prolifératif sur les cellules utérines. Donc, on avait un taux de protéines qui a augmenté au niveau de l'utérus. En plus d'une diminution du taux du cholestérol qui a été utilisé pour la synthèse des hormones stéroïdiennes. Donc, effectivement, on pourrait bien dire que oui, elle peut être utilisée pour la stimulation ovarienne. Et pour en ce qui concerne les extraits, Oui. est-ce que tu utilises quel genre d'extrait tu utilises? Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'utiliser directement la plante? Bah, justement, là j'ai utilisé l'extrait hydroéthanolique et aussi les polyphénols. Ouais. Est-ce que l'extrait éthanolique, est-ce que tu es sûr que la fraction moléculaire qui se trouve au niveau de cet extrait Oui. contient les molécules pertinentes que tu es en train de suivre? Oui, d'après les résultats de l'HPLC, oui. L'extrait hydroéthanolique, il contient les molécules des phytoœstrogènes. D'accord. Bonjour. Merci, mademoiselle Juste Myriam. une suggestion, vous pourrez séparer ces stéroïdes ou ces phytoestrogènes, ça sera plus bénéfique. Oui, Surtout que vous justement, c'est avez, vrai. Oui. oui, surtout que vous avez dans le chromatogramme, c'est bien séparé, vous avez des pics qui sont bien déterminés et bien intenses. Donc, pourquoi pas ne pas les séparer? Oui, exactement. Je pense aussi à faire
les molécules afin de tester aussi sur les animaux. Oui, même l'activité, elle pourra même doubler. Oui, vous avez C'est vrai. des bons pics. C'est-à-dire que la Oui. séparation sera facile pour vous. Exactement, exactement. Merci. Je vous remercie. Merci, mademoiselle Myriam. Merci à vous. Donc, Monsieur Yahya Mchaid, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci. Monsieur Yahya Mchaid is a member of Materials for Laboratory of Materials and Applied Catalytics Laboratory, the Faculty of Science of Moulay Ismail, University of Meknes. The floor is yours. You can start as you can. Oui, c'est la présentation en anglais et le speech en français. Okay. Go ahead. It's not a problem. Oui, bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous présenter. Je suis Yassine Amchaïd, un étudiant-chercheur à la faculté de sciences Meknes. Tout d'abord, je tiens à remercier la communauté d'organisation de m'avoir donné l'opportunité de présenter devant eux mon travail intitulé Synthèse et caractérisation des nanomatériaux ZNO-dopés avec des ions métalliques pour l'activité photocatalytique. Ce travail se déroule selon le plan suivant: une introduction, synthèse et caractérisation, résultats et description, et enfin une conclusion. Le développement humain ainsi que l'augmentation de la population conduit à l'augmentation du régime industriel. Ces derniers ont des effets nocifs sur notre santé humaine et sur notre planète. C'est pour cela qu'il faut penser à trouver des solutions pour réduire le taux de risque de chirurgie. Parmi ces solutions, on peut citer la photocatalyse. La photocatalyse est une méthode d'oxydation avancée, moins coûteuse et plus importante. C'est une combinaison entre la photochimie et catalyse. La photochimie parce qu'on active notre matériau avec énergie soit UV, soit visible. Et catalyse parce qu'on utilise un matériau, dans ce cas-là, c'est un semi-conducteur. Donc, on passe à la partie de synthèse. On a synthétisé notre matériau avec une méthode de précipitation. On a jeté notre précurseur de ZNO plus un agent précipitant, dans mon cas, c'est NaOH. Et aussi, de l'autre côté, on a ajouté le précurseur de nickel plus NaOH. Après, on a ajouté la solution B sur la solution A d'une façon goutte à goutte. Et on filtre notre précipitant, notre solide. Suivant, on a laissé notre solide dans le tube durant une nuit, suivi par une calcination de 500 degrés durant 3 heures. Et enfin, on obtient notre poudre qu'il faut le caractériser avec des différentes méthodes. Après avoir élaboré notre matériau, il est nécessaire de la caractériser afin de confirmer la phase désirée. Tout d'abord, une analyse structurelle par une diffraction des rayons X a été faite. Il a montré l'apparition d'une majorité des pics concernant notre phase ZNO et nickel ZNO. Après la diffraction des rayons X, on a analysé notre matériau avec un UV solide pour déterminer l'énergie de gap, soit pour le ZNO est égal à 3,08 électronvolts, et aussi pour l'autre solide, le 1% nickel, c'est 3,6 électronvolts. Enfin, on a fait une analyse de infrarouge pour déterminer les pics correspondant à la vibration ZNO et nickel-O. Afin de caractériser notre solide, on a fait une application sur le colorant méthylé orange, un colorant ionique soluble dans l'eau, et sa structure chimique correspondant à celle-là, avec une double liaison NN qui est correspondant à la couleur l'orange. On a fait premièrement une application dans un milieu de pH non modifié, avec une concentration d'orange de méthyle égale à 10-5. On a trouvé qu'on a amélioré à peu près la dégradation de colorant, mais ce n'est pas d'une façon grande, parce qu'on a varié le pH
on a trouvé qu'on a amélioré la dégradation par rapport à Zedeno. Et enfin, comme une conclusion, le pourcentage de dégradation de l'orange de méthyle a évalué de façon bien par rapport à Zedeno seul. Et aussi que le pH a joué un rôle très important dans la dégradation et l'absorption de l'orange de méthyle. Merci pour votre attention. Thank you, Mr. Yassine Mchaid. C'est ça? Oui, Donc, merci, Rachid. est-ce que vous avez des questions pour Yassine? Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'aimerais bien que tu reviennes sur les deux dernières courbes que tu as obtenues après la dégradation. J'ai une remarque donc, en ce qui concerne le pourcentage. D'accord. Le pourcentage de dégradation, il est de l'ordre de 12%. Est-ce que tu penses que le matériau que tu as préparé, est-ce qu'il a le potentiel de dégrader le méthyle orange avec ces pourcentages de dégradation? Oui, oui. Parce que c'est pas beaucoup. Parce que c'est pas beaucoup. Oui, parce que c'est le début de travail et on a testé l'effet de doper le Zedeno et à voir si on a des effets. On a utilisé premièrement le nickel et ensuite on va utiliser toutes les méthodes de transition et aussi les non-métaux. Ma question, c'est est-ce que tu penses que le rendement de dégradation, il y a 12 à peu près, c'est de l'ordre de, le maximum, il est de l'ordre de 9%. Le cas de Zedeno. D'accord? Si tu le dopes, oui, tu améliores de 1 à 2%. Est-ce que tu penses que tout d'abord le matériau que tu utilises pour tout d'abord la dégradation de la coloration, est-ce qu'il est tout d'abord pertinent? Et est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce que tu peux envisager une méthode d'améliorer un peu beaucoup plus le taux de dégradation parce qu'il est trop faible? Oui, dernièrement, on a analysé, synthétisé des matériaux qu'on a passé d'environ 20-30%. D'accord. Parce qu'il faut travailler, faire le sens de tout d'abord trouver quelque chose qui a un très bon rendement. Parce que Oui, les matériaux c'est qui ça se trouvent le dans le but marché, de ma thèse. ils ont un très bon potentiel de dégradation. Si tu veux que votre produit donc, a une valeur compétitive, donc il faut que le potentiel de dégradation de ce produit il doit être très intéressant par rapport à ce qui se trouve dans le marché. Oui, et aussi on a travaillé sur la lumière de soleil. C'est pas l'UV ou bien c'est invisible. C'est ça pourquoi le rendement il est trop faible, mais on a arrivé à l'augmenter à 30% pour d'autres solides. Et c'est ça le but de ma thèse, c'est d'améliorer la photodégradation dans le domaine solaire ou bien visible. D'accord. Donc, merci, monsieur Mchaid. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Okay, donc, I think all presentations are done. Donc, at the end of this session, I would like to thank all the participants for the quality of their work and the clear presentation. And I think I declare the end of this session. Thank you for your attention. Thank you. Donc voilà, donc je donne la fin de cette session. Je remercie tous les participants pour leurs travaux et la qualité de leur présentation. Et je vous souhaite bonne continuation dans vos travaux. Et à très bientôt. Monsieur Monsef Anafa? Oui. Au nom du comité d'organisation, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et d'avoir jugé les participants au cours de cette session. Vraiment, merci beaucoup et merci à tous. À très bientôt.
سامع.